la presse d'opinion au XVIIIe siècle, les médias ont constamment accompagné les bouleversements sociaux jusqu'à constituer le quatrième pouvoir dans l'organisation des systèmes démocratiques. D'abord la presse papier, puis la radio, la télévision et aujourd'hui la presse en ligne. Il est utopique de parler de projets sociétal ou politiques sans s'appuyer sur les acteurs des médias. Les médias, facteurs d'information, d'éducation ou objets d'instrumentalisation des masses. C'est le thème que nous allons aborder dans quelques instants avec nos invités. En l'occurrence, M. Gervais Djidji, journaliste international, directeur des rédactions extérieures du groupe Papresse Mali, directeur de publication de Proximité Group. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci, madame. À ma droite, nous avons M. Zadi Laurent Seri, journaliste, directeur de publication de Classe Mag, représentant de BIP Media, Bruxelles Information Press, basé en Belgique, enseignant formateur. Vous avez de nombreux codes à votre acte. Merci beaucoup, madame. Chers téléspectateurs, monsieur, mesdames, bonjour. Merci de rester en notre compagnie. Vous regardez Objectif Média. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre entretien. Monsieur Zadi Laurent Seri, la première question que j'aimerais vous poser, la question qui me tourne dans la tête depuis un certain moment, et je sais aussi que mes téléspectateurs attendent une réponse à cette question, c'est quelle perception peut-on se faire du rôle des médias au-delà de leur rôle primitif de vecteur d'information et de sensibilisation? Bien. Merci pour l'invitation d'abord. Je vous en prie. Je suis très honoré d'être à ce plateau quand il s'agit de partager cette passion qui est le journalisme. Je voudrais faire remarquer que le journaliste, avant tout, va à la recherche de l'information. D'accord. Et ensuite, il publie cette information ou il la diffuse. Donc, le rôle d'éducation, de formation n'est pas le rôle premier du journaliste. D'accord. Il est là dans la société, il est chargé de montrer comment cette société évolue et avance. D'accord. Les faits de société, les événements qui se produisent sont ces faits-là que le public attend pour les connaître et savoir comment va son monde. Mais il est important aussi de savoir que le journaliste ne peut pas, dans cette société, mettre de côté ce rôle primordial d'éduquer les masses, d'informer les masses. D'accord. Alors, M. Zadi, ce que nous, on voulait savoir, c'est aujourd'hui, la perception qu'on pourrait se faire, hormis tous ces rôles du journaliste, aujourd'hui, en temps réel. Alors, le journaliste, il cherche l'information, l'information qui porte sur plusieurs sujets dans divers domaines. Si on demande aux journalistes de jouer pleinement un rôle dans l'éducation de l'information, c'est tout à fait normal. Parce qu'il est celui dont la voix porte. Il est celui qui est écouté et celui qui est lu. S'il véhicule les valeurs que la société veut voir perpétuer, cela peut aider à l'évolution économique, l'évolution sociale, l'évolution politique du pays. Donc je voudrais dire qu'il est important aussi qu'il n'oublie pas qu'il est écouté, il est lu, il se doit de jouer un rôle pour l'équilibre de la société, pour l'évolution de la société. Donc c'est important aussi qu'il puisse travailler en sorte que les masses soient éduquées, les masses soient formées pour pouvoir participer pleinement au développement du pays ou du monde de façon générale. D'accord, je vous remercie. Alors, M. Gervais Djidji, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette première question-là? Hormis le rôle d'informateur, de sensibilisateur, d'éducateur, qu'est-ce que vous pouvez dire du journaliste d'aujourd'hui? Bien, alors. Et je dirais du journaliste en général. Merci d'abord m'avoir invité ici parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être sur un plateau de télévision. Bien, alors, hormis le rôle primitif du journaliste, quelle perception? Il faut savoir que le journaliste, actuellement,
c'est le griot d'état moderne. Quand le griot véhicule une information, véhicule un fait, ça reste dans le temps. Aujourd'hui, par rapport à ce que je viens de dire, il faut que les journalistes... Se donner un peu plus de voix, on a du mal. Oui, c'est vrai. Je suis vieux maintenant, donc la voix a diminué. Alors, je disais tantôt que, d'après ce que Laurent Séré a dit, le journaliste a une perception de la chose, du vécu quotidien. Mais aujourd'hui, le journaliste, on peut le comparer à un griot d'état moderne. Parce que le griot d'état moderne, il commence déjà, depuis l'origine, à répercuter l'information qui, aujourd'hui, se perpétue dans le temps. Et si c'est mal fait, si cette information est mal révélée, est mal faite, ou est étriquée, ou tronquée, nous nous retrouvons carrément dans autre chose que le journalisme. C'est justement ma prochaine question. Quand est-ce qu'on peut parler d'instrumentalisation des masses dans le métier de journaliste? C'est très simple. On peut parler d'instrumentalisation des masses par le journaliste lorsque le journaliste véhicule d'autres informations. Quand le journaliste fait en sorte que l'opinion croit en ce qu'il dit alors que ce n'est pas la vérité. On peut prendre certains cas. Allons en Syrie. Les États-Unis, pour avoir un peu plus de pétrole, ont véhiculé une certaine information. Et ce sont les médias américains qui ont fait le travail, de sorte à présenter Bachar el-Assad comme un épouvantail pour pouvoir avoir du pétrole. Malheureusement pour eux, montrer l'aspect négatif d'une personne pour pouvoir obtenir quelque chose. Quand le journaliste montre l'aspect négatif de la personne, ce n'est pas tout le monde qui est censé être lettré. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, qui disent c'est la télé qui a dit, automatiquement, quand la télé a donné une information, c'est la télé. C'est l'info que la télé a révélée qui est vraie. C'est l'information que le journaliste a donnée dans la presse écrite qui est vraie. C'est l'information qu'Internet a donnée qui est vraie. Parce que je connais des gens qui diront, dès qu'ils entendent quelque chose, ils disent non, moi j'attends ce que la télévision va dire. Effectivement. J'attends ce que la radio va dire. J'attends ce que la presse écrite va dire. Bon. Allons également en Irak. Vous ne pensez pas que les journalistes, étant même pleinement dans leur rôle, instrumentalisent quelque part les masses? Si. Mais il y a plusieurs catégories de journalistes. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs catégories de journalistes. Il y a des journalistes alimentaires. Oui. Voilà, il y a des journalistes alimentaires qui ne répercutent que l'information donnée par le patron. Par le patron. Tout à l'heure, on a dit qu'on était directeur de publication. Oui, oui. OK. Alors, si je viens en tant que journaliste, patron de presse, pour dire à M. Yapi, bon, M. Yapi, vous êtes rédacteur en chef de mon journal, je veux que telle information soit diffusée de telle façon. Alors, dites par exemple qu'au meeting qui a eu lieu à Dakar, au PDS, le meeting du PDS, il y avait 50 personnes. Et au meeting de l'UDS, il y avait 1000 personnes. Mais, s'il y a plusieurs journaux, c'est ce qu'on appelle une bataille médiatique, s'il y a plusieurs journaux, si beaucoup de patrons se mettent ensemble pour dire, bon, voici de l'argent, écrivez dans ce sens-là, c'est ce qui va sortir le lendemain. Et c'est ce que tout le monde va lire. Et donc l'opinion publique est instrumentalisée. D'accord. Moi, je voulais réagir. Allez-y. Quand je vois les deux premières questions, je sens que vous voulez mettre l'accent sur le rôle que peut jouer le journaliste pour que les masses soient éduquées de façon positive. Alors, je voudrais faire remarquer que le journaliste, il a un... Ce n'est pas que les masses soient éduquées de façon positive, mais nous voulons ressortir l'aspect d'instrumentalisation des médias sur les masses. Oui, l'instrumentalisation des médias sur les masses. Sur les masses. Mais ça suppose que l'on dévie un peu la mission première. Le journaliste, il ne travaille que sur les faits. Les faits
sont sacrés et les commentaires sont libres. Ça, c'est une règle sacro-sainte, c'est-à-dire que cela doit être enseigné partout dans toutes les écoles de journalisme et cela doit être appliqué dans toutes les rédactions du monde. Pourquoi? Parce que le journaliste, quand il dit quelque chose, l'on accorde du crédit à ce qu'il dit. Alors, s'il doit tronquer la réalité et la vérité, il y a problème. C'est pour ça qu'il y a des organes de régulation pour pouvoir attirer l'attention, pour pouvoir interpeller et pour pouvoir sanctionner même les journalistes lorsqu'ils ne restent pas dans leur rôle d'information. Nous allons y revenir, mais le principal de notre question, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il est réel, nous observons des journalistes qui dévient leur rôle premier et qui ont fait des masses, des instruments. Quand il y a une information, c'est cru, c'est entendu et c'est cru. Et pourtant, les journalistes insistent sur ce fait-là. Nous avons plusieurs cas où les journalistes ont poussé vraiment de nombreux chefs d'État à réagir face à certaines situations. C'est cet aspect-là que nous voulons mettre en exergue. Alors, comme je disais, il y a les règles de pratique du métier de journaliste. Si on sort de ce carnaval-là, on va tomber dans la propagande. On va tomber dans cette façon de vouloir faire passer des messages qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je suis d'accord que chaque organe de presse, chaque chaîne de télé ou de radio a sa ligne éditoriale. Par rapport à cette ligne-là, les journalistes travaillent, fonctionnent. Alors, si l'on part de ce principe-là, tout journaliste, en fonction de la ligne éditoriale, peut traiter l'information comme il le souhaite, mais seulement rester figé et collé aux faits. Maintenant, ça dépend maintenant du public de pouvoir consommer l'information ou ne pas la consommer. Je le dis pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une pluralité de journaux, de radios, de télé, mais le public est libre de choisir de lire tel journal, d'écouter telle chaîne de radio ou de télé. Donc, il ne faut pas oublier, la ligne éditoriale est fondamentale pour un organe de presse. Donc, les journalistes vont travailler en fonction de cette ligne parce que la ligne, souvent, aussi est adossée à l'idéologie, au courant politique et autres. Mais c'est le public qui doit maintenant faire le choix. Merci beaucoup, M. Laurent Serre. Nous savons que ce thème est vraiment très alléchant. Nous revenons après cette publicité. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Bonjour madame. Bonjour madame, allez-y. Dites-moi, c'est quelle nouvelle façon de payer ça? J'ai payé à partir de mon téléphone portable et ça, c'est grâce à mon compte service Selped. Ah bon? Oui ma chérie. Aujourd'hui là, mon téléphone est devenu un porte-monnaie électronique. Hôpital, pharmacie, restaurant, partout je vois cette affiche collée. Je fais mes achats en toute sécurité. Et puis tiens-toi bien, je bénéficie d'une réduction. Mais c'est génial ça. Ah, toi-même tu as vu les histoires de gros porte-monnaie par-ci par-là. Je ne suis plus dedans. Hein? Merci ma chérie. Numéro 1 du paiement électronique. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Alors, M. Gervais, vous voulez rebondir sur ce que venait de dire votre confrère? Tout à fait. Je prends un cas particulier. Je lisais tous les journaux. Chaque matin, j'avais 10 à 15 journaux sur mon bureau. Il y a un seul fait qui a fait que j'ai arrêté de lire un journal parce que je refuse de me faire instrumentaliser. Je suis un élément de la société ivoirienne. Et lorsque je constate que c'est faux, ce que le journaliste a publié, je ne peux pas accepter. Si je réagis de cette façon, plusieurs personnes peuvent réagir de la même façon. Et donc,
Laurent Vous Seri ne l'a pensez dit. pas que vous parlez dans la peau d'un journaliste alors qu'un citoyen lambda qui ne sait rien du métier de journalisme il est là, il ne fait que recevoir les informations. J'en viens. Donc, comme disait tantôt Laurent Seri, Allez-y. le journalisme en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, il y a des organes de régulation. Malheureusement, beaucoup de lecteurs, même de personnes lambda, ignorent que les gens qui vivent dans la société, que les lecteurs peuvent porter plainte. C'est une saisine qu'on fait ici, c'est le CNP. Maintenant, c'est l'ANP, l'Autorité de régulation nationale de la presse. Aujourd'hui, vous pouvez, lorsque vous n'êtes pas content, ou alors vous sentez autre chose, vous allez porter plainte à l'ANP. Ça s'appelle une saisine. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui commencent à comprendre. Ils ne veulent pas se faire instrumentaliser. Et lorsqu'on est instrumentalisé, c'est tout simplement parce que le niveau n'est pas bon. Il y a le manque d'information. Le manque d'information. Mais l'information se trouve à la télévision, à la radio, parce qu'il est vrai qu'on s'informe d'une autre façon, on se dupe par exemple à l'école, mais nous savons très bien que les populations sont vraiment, vraiment figées sur la télévision, à écouter les radios dans les véhicules à chaque fois. Est-ce que les journalistes n'ont pas le devoir de faire savoir aux autres qu'ils ont le droit de se plaindre quand ils ne sont pas contents d'une information? Là, on profite de votre antenne pour le dire. D'accord. J'aimerais aussi ajouter, effectivement, le premier juge qui est à mesure de sanctionner même les journalistes, ce sont les lecteurs, ce sont les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes. Parce que si la personne constate qu'il y a vraiment entre le fait, entre l'événement qui s'est produit et puis la manière de traiter et de donner l'information dans les radios, à la télé, dans les journaux et sur Internet, c'est le jour et la nuit, mais cette personne n'ira plus jamais sur ces chaînes de radio, ne lira plus ce journal et puis ne va plus acheter ce journal. Imaginez-vous un journal qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas, il finira par disparaître. Donc, je veux dire que les journalistes font leur travail en fonction de leur ligne éditoriale, ils tiennent compte de la déontologie, de l'éthique, ils produisent leurs papiers, leurs écrits, leurs articles. Et puis, la société regarde pour voir si ce journal ne verse pas trop dans l'opinion, dans les commentaires, et en mettant de côté le fait et rien que le fait. Alors, madame, je vais rebondir. Il faut savoir une chose. Oui. Nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a l'autorité nationale de la presse. Alors, au sein de cette autorité nationale de la presse se trouve l'Union des consommateurs qui représente les lecteurs, donc tous les consommateurs, puisque les lecteurs sont les consommateurs. C'est tout simplement cette union de consommateurs dont le représentant se trouve là-bas qui doit faire ce travail. Parce qu'on ne l'a pas invité, on n'a pas coopté à l'ANP pour aller s'asseoir et toucher des émoluments. On l'a mis là-bas pour qu'il puisse défendre les intérêts des lecteurs, donc des consommateurs. Et il y a autre chose, il y a ce qu'on appelle la guerre des chiffres. Vous allez assister à un meeting, il y a 4 journaux qui produisent, qui diffusent, après, qui publient des informations. Il y a 3 télévisions qui donnent les informations différentes, alors qu'il y a 2 qui disent qu'il y a eu 50 000 personnes, il y en a qui disent qu'il y a eu 2 000 personnes, 3 000 personnes. Alors, et tout ça, c'est le travail de l'ANP. C'est le travail de l'Union des consommateurs. D'accord. Merci beaucoup, M. Gervais. Alors, nous allons passer à la prochaine question. C'est vous qui êtes dans le métier depuis un certain moment. Qu'est-ce qui explique que les populations soient si sensibles ou vulnérables au conditionnement des informations qui ressortent des médias? Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les médias ont fait leur chemin dans ces conditionnements des populations. Il y a un mythe. Il y a un mythe de ce qu'on dit à la radio, de ce qu'on dit à la radio, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit à la télé. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a une dame qui m'a appelé, qui me demandait comment on passe à la télé. Pour elle, c'est tellement compliqué de passer à la télé. Donc, cette dame, si on lui dit aujourd'hui, venez passer à la télé, c'est un honneur pour elle. Mais c'est pour savoir, c'est pour dire que ces personnes-là, pour elles, c'est un tabou.
de passer à la télé, comment faire passer à la radio, comment ça se passe. Il y avait des intellectuels. Pendant que j'étais quelque part, j'avais lancé c'est un journal en ligne, une radio et une télé. L'intellectuel, cette personne, était en terminale. J'avais mon ordinateur, disons mon téléphone portable, et pendant que l'émission passe, cette personne qui est intellectuelle, qui est en terminale, passe derrière pour voir s'il n'y a pas de personne qui parle derrière. Belle anecdote, merci beaucoup, monsieur. Nous allons aller rapidement à la prochaine question. Monsieur Zadi Laurent, Oui. faut-il comprendre par le fait que celui qui contrôle les médias contrôle le pouvoir? Oui, la presse, c'est le quatrième pouvoir. Effectivement. Et en démocratie, c'est un pouvoir qui, justement, peut être utilisé par les tenants du pouvoir comme par ceux qui veulent arriver au pouvoir. Donc, je veux dire que cette tension fait que les journalistes peuvent, par moments, faillir à leur rôle essentiel, qui est d'informer le public, la masse, pour que ces derniers-là puissent faire le choix au moment opportun. D'accord. Alors, monsieur, vous avez quelque chose à ajouter sur ce qu'il vient de dire? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. C'était quoi déjà, Laurent? Et La question, c'était faut-il comprendre par le fait que celui qui contrôle les médias contrôle le pouvoir? Et il a dit que la presse est le quatrième pouvoir. Je vous dirais, moi, que la presse est le premier pouvoir. Ah bon? Tout simplement. Parce que la presse peut faire d'un éléphant une fourmi. Et d'une fourmi, un éléphant. Tout simplement parce que... Alors, celui qui n'est rien du tout, qui n'a absolument rien du tout, qui est dans son champ comme moi, cultivateur, il y a un président, un chef d'État qui embête tout le monde, ben la presse peut le descendre et venir me chercher. Effectivement, nous en avons des exemples de nombreux exemples. Voilà, on peut le descendre et venir me chercher. Moi, je suis dans mon capital, on peut venir me dire, bon voilà, celui-là, il ne vaut rien. On fait une bataille médiatique sur lui et puis on le descend en un trait. Alors, de l'éléphant devient une fourmi qu'on écrase. Et la presse a écrasé. Vous n'avez pas une illustration concernant ça? Une illustration, c'est pour dire que les hommes de médias sont courtisés de toutes parts parce qu'on sait que leurs écrits, leurs analyses vont avoir un impact sur le public, sur l'opinion publique. C'est quand on parle de politique, par exemple, on a trois acteurs. On a le politique lui-même, on a l'homme de médias, et puis on a la population. Et justement, ces acteurs-là de la vie politique jouent leur rôle. Donc, l'homme de médias est un élément essentiel parce que c'est lui qui va faire voir les actions de l'exécutif, du tenant du pouvoir. C'est lui qui va faire voir... Il est celui qui montre ce qui se passe en interne et aussi en dessous de tout. En dessous de tout, c'est lui qui donne l'information. Et puis, le peuple, maintenant, en fonction de ce qui est dit, ce qui est écrit, peut porter un jugement et décider quand il le faut. Merci. Est-ce qu'on peut faire à nouveau confiance aux médias? C'est sur cette question que nous allons terminer, monsieur Djidji. On peut faire confiance aux médias à nouveau, sinon elle n'existerait pas. La presse n'existerait pas. Sans presse, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans les journalistes. D'accord. Faire confiance aux médias, oui, mais il y a une réalité qu'on ne doit pas oublier. Il y a les médias qui sont proches de partis politiques ou bien qui sont proches des puissances financières. Et ces puissances financières peuvent influer sur le travail des hommes et femmes des médias. Et cela peut déteindre sur la qualité de ce qui est présenté, ce qui est donné comme information. On peut faire confiance en se disant que tout ne doit pas être pris pour argent comptant. Il faut aller sur plusieurs médias, il faut lire plusieurs journaux pour pouvoir se faire une opinion propre et personnelle par rapport à l'évolution du monde. Malheureusement, le temps qui nous a été donné est échu.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de M. Gervais Djidji et de M. Laurent Seri, tous deux journalistes avec de nombreux coffres, avec un grand coffre, je dirais. Merci beaucoup. On se retrouve pour un prochain numéro d'Objectif Média.